Alors, je crois qu'on peut démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire sur la CEP et l'AI. Alors, je me présente, je m'appelle Rachel Borgeaud et je suis assistante sociale à la Société suisse de la sclérose en plaques. Donc, c'est moi avec ma collègue Laetitia Schertz qui allons vous présenter ce webinaire ce soir. Alors, si on prend le programme du webinaire, l'idée, c'est de vous présenter les principales prestations de l'AI. Donc pour que vous puissiez avoir une idée plus précise des prestations qu'offre l'AI, donc aussi de connaître vos droits et savoir quand les demander et comment les demander. Ce qui peut être utile de savoir, c'est qu'il y a déjà eu un webinaire sur les assurances sociales, mais plus général, donc qui abordait plusieurs assurances sociales. Donc, si ça vous intéresse, c'est disponible en rediffusion sur notre site. Et notre webinaire, il y aura beaucoup d'informations ce soir. Sachez aussi qu'il sera disponible dans quelques jours en rediffusion sur notre site dans nos prestations. Il y a dans chaque partie, donc dans chaque prestation qu'on va vous présenter, il y aura des liens et des références utiles. Donc, si vous ne pourrez pas cliquer directement dessus dans la présentation, mais sachez qu'en tapant dans une barre de recherche formulaire AI ou Memento AI, vous trouverez toutes les informations, donc peut-être plus détaillées que ce qu'on vous présentera, et des formulaires à remplir. Et puis, on a mis aussi des liens pour les InfoCEP. Ça, c'est des fiches d'information qui sont faites par notre société et qui sont aussi disponibles sur notre site Internet. Concernant la partie questions, alors on répondra à vos questions à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à nous les poser. Il y a normalement dans le petit panel du webinaire en haut à droite sur votre écran une section questions. Donc, vous pouvez sans problème nous écrire vos questions. Alors, plutôt les questions générales. S'il y a des questions plus précises sur votre situation personnel, ce serait mieux de nous contacter directement. Comme ça, on peut analyser votre situation avec tous les éléments et vous donner une réponse plus individualisée. Mais donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions générales. On y reviendra à la fin. Et donc, je vais donner maintenant la parole à ma collègue Laetitia Schertz qui va commencer ce webinaire avec le premier point qui sera « Qu'est-ce que l'assurance invalidité ?» Voilà, donc merci effectivement de participer à ce webinaire. Donc, on va commencer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est en fait l'assurance invalidité? Donc, c'est vrai que quand on en parle, ça fait vite un petit peu peur parce qu'on pense directement au fait, ah, mais ça veut dire que je peux plus travailler ou que j'arriverai plus à faire les choses, alors que c'est pas ça. Il faut plutôt voir l'assurance invalidité comme une aide. Justement, si on regarde ses buts, en fait, son but premier, c'est de prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité. Donc, justement, c'est vraiment un allié dans votre parcours avec la sclérose en plaques où elle est vraiment là pour que ça ait le moins d'impact possible en fait sur votre vie quotidienne. Effectivement, des fois, c'est pas suffisant ce qu'elle peut mettre en place, donc elle est aussi là pour compenser des pertes économiques, mais justement aussi pour aider à mener une vie autonome et puis aussi promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap. Et pour remplir en fait ces différents buts, elle a plein de prestations différentes. Et il y en a vraiment tout plein. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne sont pas dépendantes des unes des autres. Donc, par exemple, il y a des personnes qui ont le droit à des moyens auxiliaires, mais qui n'ont pas le droit à des rentes. Donc, il faut vraiment faire les demandes en fonction de ses besoins. Et comme vous voyez, il y en a un certain nombre. Et puis, on va vous en présenter les principales durant ce webinaire. Et en fait, quand est-ce qu'on a le droit à l'assurance invalidité? Alors déjà, il faut que le risque il se réalise. Donc, ça veut dire qu'il y ait une maladie en fait qui a un impact sur la vie de tous les jours. Après, il faut qu'on corresponde aux critères de cotisation. Donc ça, justement, si on a la nationalité suisse, le permis de séjour adéquat, il n'y a normalement pas de problème. C'est aussi possible pour les frontaliers d'avoir le droit à certaines prestations AI. Ensuite, il faut correspondre aux critères spécifiques, donc qui sont liés à la prestation de l'AI, donc que ça soit en matière de rente, en matière de moyens auxiliaires, par exemple. Et surtout, il faut en faire la demande, parce que c'est jamais l'AI qui va venir et vous dire vous avez potentiellement le droit à ça. C'est vraiment se dire bah, j'ai cette difficulté-là, donc je fais une demande auprès de l'AI. Et justement, comme vous avez pu le voir avant, il y a
plein de prestations, donc ça peut rester un petit peu vague. Donc pour illustrer un petit peu tout ce qu'on va vous présenter ce soir, on va utiliser notre modèle Jeanne. Donc Jeanne, justement, on a choisi parce que c'était une guerrière et puis elle va avoir besoin de courage pour ce qu'on va lui faire vivre ce soir. Mais on tient à préciser que c'est pas du tout représentatif forcément du parcours de quelqu'un qui a la sclérose en plaques. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devoir avoir le besoin de toutes les prestations de l'AI. Elle est vraiment là pour illustrer. Aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, il y a quand même moins en moins besoin de faire appel à des prestations à AI avec la sclérose en plaques et même souvent, des fois, pas du tout. Donc, elle est vraiment juste là pour illustrer. Et donc Jeanne, elle a 25 ans au début de cette histoire. Elle a fait un CFC d'ébéniste il y a 6 ans. Elle travaille à 100%. Et justement, il y a quelques temps, elle a eu le diagnostic de sclérose en plaques. Mais depuis ce diagnostic, en fait, elle est là en arrêt depuis 30 jours. Et justement, ma collègue, elle va vous expliquer ce qui serait possible dans le cas de Jeanne maintenant. Alors, merci Laetitia de nous avoir présenté ce modèle Jeanne. Alors, effectivement, qu'est-ce que dans sa situation, Jeanne peut faire? Elle peut faire une communication de détection précoce à l'AI. Donc, les conditions pour faire cette demande, ça s'adresse donc principalement aux personnes en emploi. Il faut avoir au moins 30 jours d'arrêt de travail ou une accumulation d'absences répétées pendant l'année, donc pour des raisons de santé, et avoir une atteinte à la santé durable qui diminue ses capacités de travail. Donc, c'est le cas de notre modèle Jeanne. Alors, l'objectif d'une intervention précoce, c'est vraiment d'agir suffisamment tôt pour que la personne puisse conserver son emploi ou en trouver un autre. Donc, l'AI va intervenir rapidement en mettant des mesures plutôt faciles et pas trop coûteuses, donc dans l'intervention précoce, pour que, dans notre cas, Jeanne reprenne le travail. Donc, ça peut être différentes mesures qui peuvent être mises en place. Et si on regarde le schéma suivant du déroulement un peu de cette détection précoce, donc la personne va communiquer, annoncer à l'AI comme quoi elle est en arrêt ou elle a eu des arrêts maladie répétés suite à une atteinte à la santé. Et l'AI va donc prendre contact avec la personne dans les 30 jours. Donc c'est là que c'est rapide parce qu'on sait que normalement l'AI, ça prend toujours beaucoup de temps. Donc là, dans les 30 jours, l'AI va pouvoir dire si elle considère que c'est de son ressort et donc il faut déposer une demande d'intervention ou si au contraire ce n'est pas de son ressort, que par exemple il ne considère pas que l'atteinte est durable à l'atteinte à la santé. Ils peuvent aussi faire un entretien de détection précoce s'ils ont besoin de plus d'informations dans ces 30 jours. Et une fois qu'il y a le dépôt d'une demande qui est fait, là, il y a de toute façon un entretien d'évaluation avec un expert AI qui va regarder quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place pour qu'un retour au travail soit possible. Et donc ça va se faire environ, ces mesures seront mises en place pendant une période de 6 mois, maximum 12 mois. Et si par la suite, il y a besoin d'autres mesures plus conséquentes ou qu'une rente doit être analysée, alors ça, ils vont continuer, l'AI va continuer à instruire le dossier. Mais ça, c'est ce qu'on verra au chapitre suivant. Donc, dans le cas de Jeanne, notre modèle, elle a déposé une demande d'intervention précoce et elle aura pu obtenir l'évaluation, par exemple, d'un ergothérapeute qui est venu sur son lieu de travail et qui a préconisé un établi adapté, par exemple, pour qu'elle puisse changer de position. Et c'est l'AI qui a pu payer cet établi. Ensuite, elle a aussi pu avoir un survêtement refroidissant pour l'aider à mieux supporter les chaleurs de l'atelier. Et il y a un accord qui a été trouvé avec son employeur pour que Jeanne puisse avoir plus de tâches de bureau, comme passer les commandes, s'occuper un peu des plannings, de sorte à avoir moins de tâches physiques, de pouvoir un peu varier. Donc voilà ce à quoi elle a pu bénéficier. Donc on va voir dans le chapitre suivant quelles réadaptations professionnelles sont possibles par la suite. Alors je laisse la parole à Laetitia. Donc, justement, maintenant, on va regarder la réadaptation professionnelle. Donc, maintenant, Jeanne, elle est un peu plus âgée, elle a 30 ans, elle est en couple et elle réfléchit à avoir des enfants. Mais par contre, c'est vrai que depuis la dernière intervention de l'AI, elle a eu 2 poussées et sa santé s'est péjorée, malheureusement, avec ses poussées et elle est en arrêt depuis 4 mois.
En discussion avec ses médecins, avec les symptômes qu'elle a et qui apparemment vont rester, elle pourra plus exercer en tant qu'ébéniste. Justement, dans cette situation, Jeanne, elle peut faire la demande de réadaptation professionnelle rente. Donc, les conditions, c'est justement avoir une atteinte à la santé durable. Donc, c'est ce qu'elle a discuté avec ses médecins, c'est que justement, ils évaluent que ça va plus être possible de travailler en tant qu'ébéniste avec les symptômes qu'elle a. C'est de comptabiliser. Alors, ces 6 mois d'incapacité de travail, c'est pas encore le cas de Jeanne, mais il y est bientôt. Et ben, les processus AI, ça prend du temps, donc elle peut déjà faire la demande, comme on sait que c'est une atteinte à la santé qui va rester. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas seulement valable dans la sphère professionnelle, mais c'est aussi valable pour les tâches ménagères des parents au foyer. Donc, s'il y a aussi des difficultés en lien avec une maladie pour s'occuper des enfants, pour entretenir le ménage, c'est aussi possible de faire une demande de réadaptation professionnelle à ce moment-là. Et donc, les prestations qui sont comprises dedans, c'est surtout les bilans professionnels, c'est un entraînement au travail, la reconversion professionnelle. Et pendant ces prestations, euh, pendant qu'elles se passent, c'est possible des fois d'avoir des indemnités journalières. Est-ce que vous m'entendiez encore? Parce que je viens de... Pardon, Moi, je excusez-moi. t'entends en tout cas. J'avais juste eu une notification, j'avais eu peur que vous m'entendiez plus. Je préférais vérifier. Et donc, justement, pendant ces différentes prestations, on peut bénéficier parfois d'indemnités journalières de la part de l'AI. Si on reprend le graphique que ma collègue vous a montré avant, donc on est justement un petit peu plus loin dans les démarches. Donc il y a une dépôt de demande, mais là, ce qui aurait été possible dans le cadre d'une intervention précoce n'est pas suffisant pour Jeanne. Donc justement, ils vont étudier la possibilité de mesures de réadaptation professionnelle. Donc on est plus loin. Et justement, quand vous voyez les numéros, c'est d'abord la réadaptation professionnelle parce que la réadaptation, elle prime sur la rente. Donc, c'est le même formulaire pour faire la demande. On voit mesure professionnelle rente parce que justement, ils vont de toute façon d'abord étudier la possibilité d'une réadaptation professionnelle avant de regarder pour une rente. Donc, ça rejoint vraiment l'objectif. Une demande AI, c'est pas forcément une rente, c'est vraiment pour vous accompagner dans votre parcours. Donc, les prestations en fait de la réadaptation professionnelle, des fois avant de pouvoir être en état ou pour avoir une idée plus précise de ce qui serait possible, il y a des mesures de réinsertion. Donc les principales, c'est les mesures socio-professionnelles. Donc elles servent justement à euh, maintenir ou comprendre un petit peu qu'est-ce qui est possible dans un environnement de travail ou pas pour la personne. C'est se familiariser avec un travail, justement, c'est entraîner l'endurance. C'est vraiment pouvoir évaluer qu'est-ce qui est possible pour la personne, qu'est-ce qui fonctionne pour elle. Est-ce que la position debout, ça fonctionne ou pas? Ou si oui, combien de temps? Est-ce que assis, ça fonctionne ou pas? C'est vraiment essayer de voir euh, pour en apprendre un petit peu plus. Des fois, il s'avère qu'à la fin de ces mesures socio-professionnelles, ça ne va pas être possible de considérer une réadaptation professionnelle maintenant en lien avec l'état de santé. Donc, c'est possible par contre de faire des mesures d'occupation qui servent du coup à maintenir justement un rythme, une capacité professionnelle, à avoir toujours une structure en fait dans ces journées, soit parce que les personnes elles en ont envie ou dans l'idée d'un jour de justement repouvoir bénéficier de mesures socio-professionnelles ou de réadaptation professionnelle. Et le but justement de ces mesures, c'est vraiment de pouvoir procéder à la réinsertion professionnelle. Quand on est vraiment dans la réadaptation professionnelle, il y a plusieurs prestations qui sont complémentaires. Donc, principalement, c'est l'orientation professionnelle. Donc, c'est justement évaluer la capacité. Donc, justement, quand il y a une mesure avant, ça aide à comprendre qu'est-ce qui va être possible en lien avec l'état de santé de la personne. C'est déterminer les profils, c'est les intérêts aussi. Donc, c'est fait avec vous. C'est pas imposé. C'est pas vous avez les capacités pour, donc vous pouvez faire ça. C'est vraiment une construction entre votre parcours, vos intérêts et ce qui est possible dans votre état de santé. Euh, Ensuite, suite à l'orientation professionnelle, une des possibilités, c'est le reclassement. Donc, c'est quand justement votre formation actuelle ou votre emploi actuel, il est plus possible avec votre état de santé, mais qu'il y a une nouvelle formation qui vous permettrait justement d'exercer une activité qui y correspondrait. Donc, c'est pouvoir financer cette formation en fait avec l'aide de l'AI. L'autre possibilité, c'est une aide en capital. Donc ça, en fait, c'est une aide sous forme de prêt pour créer une activité en tant qu'indépendant.
Donc, par contre, c'est vrai que il faut avoir les capacités et les connaissances. Donc, autant dans le rôle d'indépendant que dans le domaine que vous avez envie d'ouvrir cette société. L'autre prestation qui est assez importante, c'est l'aide au placement. Donc, c'est du conseil surtout pour les dossiers de postulation, pour les lettres de motivation, entraîner pour les entretiens, mais c'est aussi le placement à l'essai. Donc ça vous permet d'aller chez un employeur pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, en fait, c'est l'AI qui va payer un revenu à la personne employée. Et c'est de cette manière-là encourager en fait les employeurs à prendre des personnes justement qui pourraient avoir des difficultés de santé. Euh, et justement que voir, ben, en fait, ça se passe très bien pendant ces 6 mois et après finir sur un engagement. L'AI intervient aussi des fois dans le cadre de la formation initiale. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas encore de formation ou de formation qualifiante, c'est assez rare. Et lorsqu'elle le fait, elle intervient pour les frais supplémentaires. Donc, ça veut dire les frais supplémentaires qui seraient en lien avec une problématique de santé comparée à une personne qui n'aurait pas de problème de santé, justement. Donc, c'est assez rare qu'elle intervienne dans ce cadre-là. Et justement, c'est possible pendant les reclassements ou aussi pendant les mesures, des fois d'avoir le droit aux indemnités journalières. Donc, elles permettent justement d'avoir un petit revenu pour subvenir à ses besoins pendant ce processus avec l'AI. Donc justement, Jeanne, où est-ce qu'elle en est après la réadaptation professionnelle? Donc, elle a pu construire un projet en fonction de ses intérêts et de son parcours et elle a pu faire une reconversion en tant qu'employée de commerce. Donc pendant sa formation, elle a bénéficié des indemnités journalières. Après, c'est vrai que malgré sa réadaptation, elle a quand même des symptômes qui restent embêtants dans n'importe quel domaine, surtout la fatigue. Donc l'AI reconnaît quand même une incapacité de gain de 20% à Jeanne. Et elle a pu, du coup, continuer à travailler chez son ancien employeur, mais en tant qu'employée de commerce à 80%. Et justement, maintenant, ma collègue Rachel va vous parler de la suite pour Jeanne. Alors moi, je vais vous parler donc de la rente. Donc on va toujours suivre l'évolution de la situation de notre modèle Jeanne qui maintenant a 40 ans. Elle est mariée et elle a 2 enfants. Malheureusement, elle n'arrive plus à travailler à 80% comme employée de commerce et assumer en parallèle ses tâches en lien avec le ménage et ses enfants malgré l'aide de son mari. Et donc, elle est en arrêt maladie à 50% de son taux. Ça veut dire qu'elle travaille à 40% actuellement. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire dans cette situation? Elle peut faire une demande de rente avec le même formulaire que vous a présenté ma collègue. Donc, pour cela, il faut effectivement avoir une atteinte à la santé durable, donc depuis au moins 6 mois, et puis avoir une diminution de la capacité de travail ou d'accomplir ses travaux habituels. Donc, comme on l'a vu au tout début, il faut répondre à des critères de cotisation et de statut. La réadaptation prime la rente, ça aussi, ma collègue vous l'a déjà dit, et Jeanne est déjà passée par la réadaptation professionnelle, vu qu'elle a pu faire sa formation d'employée de commerce. Et malheureusement, elle a aussi une incapacité de gain dans ce domaine. Et il y a un délai d'attente de minimum 6 mois à partir du dépôt de la demande. Donc, l'AI va prendre du temps pour prendre une décision, pour instruire le dossier. Mais une fois qu'il y a une décision qui est prise, s'il y a l'octroi d'une rente, la rente sera rétroactive, mais ne pourra pas commencer avant 6 mois du moment de la date où la demande avait été déposée. Donc, au niveau des différentes rentes qui existent, il existe 4 échelons de rente. Donc, ça dépendra du taux d'invalidité calculé par l'AI. Alors, je vais vous montrer et vous expliquer après comment est calculé ce taux d'invalidité. Mais donc, ces 4 échelons, ça commence à 40% d'invalidité. Donc, en dessous de 40%, on n'a pas le droit à une rente de l'AI. Il faut avoir au moins 40% de taux d'invalidité et cela donne droit à un quart de rente. Ensuite, à partir de 50%, on a le droit à une demi-rente. À partir de 60%, à trois quarts de rente et dès 70% à une rente entière. Donc, ce qu'on peut dire déjà là, c'est que même avec une rente entière, par exemple à 70%, on peut toujours avoir une petite activité à côté professionnel.
Le montant de la rente, il dépendra du nombre d'années ainsi que du revenu sur lequel on aura cotisé. Et puis pour les personnes qui s'occupent d'enfants ou de parents malades, par exemple, il peut y avoir aussi des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance. Donc ça, il faut l'annoncer à la caisse AVS et au lieu de cotiser le minimum annuel, eux, ils vont rajouter des montants en fait pour que ça vous soit un peu plus favorable. Et puis en 2021, une rente entière complète, elle est de 2390 francs. Donc on voit que ça remplace pas non plus un revenu entier. Donc, il y a ce revenu, il est complété ensuite souvent par une rente du deuxième pilier si vous étiez en emploi, d'un troisième pilier d'assurance privée en fonction de comment on s'est assuré personnellement. Et sinon, pour les personnes qui n'ont pas de deuxième pilier, de troisième pilier ou de fortune, c'est possible de faire une demande de prestations complémentaires et ça, ce sera une aide de l'État pour compléter les rentes. Donc au niveau des calculs des rentes, il y a 3 méthodes que l'AI utilise. La première, c'est la comparaison des revenus ou méthode générale. Donc là, l'AI va comparer le revenu que la personne obtiendrait en étant en bonne santé, donc sans atteinte à sa santé, et le revenu qu'elle peut obtenir en ayant une atteinte à sa santé. Donc là, ce qu'on peut voir dans le petit tableau, c'est un exemple où une personne aurait un revenu sans invalidité de 60 000 francs par année et son revenu d'invalide est donc de 20 000 francs. Et la perte de gain, on voit qu'elle est de 40 000 francs, ce qui fait 67% de perte de gain. Donc, c'est ce 67% qui va être le taux d'invalidité. Et si on se souvient, 67%, ça donne droit à un 3/4 de rente. Donc, comme ça n'atteint pas 70%, on ne peut pas avoir une rente entière. Donc, c'est 3/4 de rente qui seront octroyés à cette personne. Donc, on voit bien que c'est vraiment le taux d'invalidité, c'est en fonction de la perte de gain au niveau des revenus et pas forcément au niveau d'un arrêt de travail ou d'une incapacité de travail, même si c'est quand même lié au fond. Mais vraiment, là, il va calculer sur la perte de gain dans cette méthode. Ensuite, l'autre méthode qui concerne plus les personnes, les parents, hommes ou femmes au foyer, qui n'ont pas d'activité lucrative. Alors, c'est aussi possible d'avoir une rente si on n'a pas d'activité lucrative, mais dans ce cas-là, en fait, c'est un enquêteur de l'AI qui va venir à domicile pour poser des questions et voir effectivement quelles tâches ne peuvent plus être effectuées par la personne. Donc, des tâches qui étaient habituellement faites par la personne qui est atteinte dans sa santé et qu'elle n'arrive plus à faire. Donc là, on a les pourcentages maximum qu'on peut considérer dans chaque tâche, mais donc ce sera évalué au cas par cas quel est le 100% de tâches pour une personne et puis quel est le pourcentage qu'elle arrive encore à faire et le pourcentage qu'elle n'arrive plus à faire. Donc la réponse aux questions de l'enquêteur de l'AI est vraiment très importante et puis va influencer l'obtention ou non d'une rente AI. Donc c'est important de bien se préparer lorsqu'on a un entretien à domicile avec un expert de l'AI. Nous, on se tient à disposition, par exemple, pour vous aider à vous préparer à ces entretiens où c'est important d'en discuter avec ses proches qui, eux, peut-être ont un regard extérieur de l'aide qu'ils doivent apporter et qu'ils n'avaient pas besoin d'apporter avant l'atteinte à la santé. Donc ça, c'est une méthode, c'est un peu plus subjectif comme méthode vu que ça ne se base pas sur des salaires, donc c'est des fois un peu plus compliqué à faire valoir. Donc c'est pour ça que je disais que c'est important de bien se préparer. Et ensuite, il y a une troisième méthode qui est la méthode mixte. Donc là, la méthode mixte, c'est pour les personnes qui travaillent à temps partiel et qui, à côté, consacrent une partie de leur temps à la tenue du ménage, à l'éducation des enfants. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs, mais ce qu'on peut constater avec cette méthode, dans cet exemple, c'est que, par exemple, cette personne qui travaillait à 80%, si on avait pris en considération que la méthode générale de comparaison des revenus, elle aurait eu un taux d'invalidité de 48% et donc eu droit qu'à un quart de rente. Et le fait de prendre en considération aussi sa part de ménage qu'elle n'arrive plus à effectuer, donc
qu'on voit à droite du tableau, ça rajoute 2%. Alors 2%, c'est pas beaucoup, mais ça permet, si on les ajoute aux 48%, on arrive à donc 50% de taux d'invalidité et au lieu de un quart de rente, la personne pourra avoir une demi-rente. Donc ça, c'est une méthode qui est assez récente, qui date de 2018 et qui permet effectivement de prendre en considération vraiment la situation plus globale de la personne, plus réelle. Ouais. Ensuite, les points suivants, donc c'est des points à relever peut-être qui peuvent être intéressants au niveau de la rente AI, c'est que les personnes qui ont le droit à une rente AI et qui ont des enfants vont également toucher une rente pour leurs enfants. Donc ce sera un revenu supplémentaire qui correspondra à 40% du montant de la rente que la personne assurée touche. Alors ce sera jusqu'aux 18 ans de chaque enfant. Et puis si l'enfant continue de travailler, sa formation en 18 et 25 ans, il pourra aussi continuer de toucher cette rente. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la rente, elle est régulièrement révisée par l'AI. Donc, il va analyser s'il y a besoin de l'augmenter ou de la diminuer s'il y avait une amélioration de l'état de santé. Mais les personnes assurées peuvent elles-mêmes aussi faire la demande de révision lorsque l'état de santé s'est aggravé. Et là, c'est à la personne d'apporter les preuves, en fait, de la détérioration de son état de santé avec des rapports médicaux. Alors, si on prend le schéma suivant pour que vous ayez une idée du parcours un peu quand on fait une demande de rente, donc que ce soit une première demande ou une révision, donc il faut remplir un formulaire qu'il faut transmettre à l'AI. Et ensuite, l'AI va instruire le dossier, donc demander des rapports médicaux à vos médecins, peut aussi, par exemple, faire une demande d'expertise médicale si c'est nécessaire qu'ils ont besoin de plus d'informations. Et après une période qui peut quand même prendre 2 ans, voire plus, enfin, ça prend pas mal de temps pour que le dossier soit complet et que l'AI émette un projet de décision. Donc, c'est le premier document, ce sera un projet de décision. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut faire opposition à ce projet si on n'est pas d'accord et on a 30 jours pour le faire. Alors ça, c'est une démarche assez simple. Il faut amener les éléments, les arguments qui expliquent pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Est-ce qu'il y a des éléments qui n'ont pas été pris en considération? Nous, on peut aussi être présent, vous aider pour faire ces oppositions ou les préparer. Et si on dit rien à ce moment-là, alors on reçoit 30 jours plus tard une décision. Et là, la décision, on peut aussi faire recours dans les 30 jours, mais il faut faire recours auprès du tribunal cantonal des assurances sociales. Et donc, c'est plus coûteux et plus fastidieux. Il faut être accompagné, par exemple, d'un avocat, d'un juriste. On peut avoir le droit à l'assistance judiciaire si on n'a pas les moyens de payer un avocat. Mais quand même, c'est mieux de ne pas rater le moment du projet de décision pour ajouter des éléments ou de nouveaux arguments si on n'est pas d'accord. Donc voilà, concernant Jeanne, si je reprends la situation de Jeanne, donc là, si on regarde par rapport à son taux d'invalidité, on peut voir qu'en travaillant à 100% comme ébéniste, Jeanne, elle gagnait, donc son gain assuré est de 80 000 francs. C'est le gain maximum qu'elle pouvait faire dans son travail à 100%. Et puis ensuite, comme employée de commerce, donc suite à la réadaptation professionnelle, elle travaillait comme 80%, à 80%, comme l'AI avait reconnu 20% d'invalidité. Et puis à 80% comme employée de commerce, elle gagnait 60 000 francs. Et puis maintenant, en travaillant à 40% comme employée de commerce, donc elle touche 30 000 francs par année. Donc, si on regarde son taux d'invalidité, là, il est reporté sur, comme son gain assuré de base est de 80 000 francs, là, il va regarder quelle est sa perte de gain entre les 30 000 francs qu'elle peut effectuer maintenant et les 80 000 francs qu'elle pourrait avoir si elle n'était pas atteinte dans sa santé. Et on arrive à un 62,5% de taux d'invalidité. Donc 62,5%, ça veut dire 3/4 de rente. Et Jeanne, elle pourra continuer donc à travailler à 40% et faire un gain de 30 000 francs par année en plus de sa rente. Voilà, donc ce qui est de la rente, je laisse la suite à ma collègue.
Merci. Du coup, là, on va aborder un autre gros chapitre un petit peu de l'assurance invalidité, une autre grosse prestation qui est un peu différente, c'est les moyens auxiliaires. Donc maintenant, Jeanne, alors elle est toujours en emploi, mais sa mobilité, elle a diminué. Donc à cause de cela, elle n'arrive plus à accéder à son lieu de travail et puis il y a sa salle de bain qui est plus adaptée. Donc dans sa situation, en fait, elle peut faire la demande de moyens auxiliaires. Donc c'est en avoir le besoin déjà. Donc elle a des difficultés de mobilité qui peuvent être réduites grâce à des moyens auxiliaires. Et comme je l'avais dit au tout début, justement, il n'y a pas besoin d'avoir une rentaille en fait pour le faire. C'est vraiment ce besoin qui est lié à une problématique de santé et qui peut être réduit ou diminué grâce à des moyens auxiliaires qui fait foi. Les prestations principales lorsqu'on fait une demande de moyens auxiliaires, donc c'est des mots auxiliaires à proprement dit, plus traditionnels comme on les pense, donc des fauteuils roulants électriques, des monte-escaliers, vraiment plein de choses différentes. Mais c'est aussi des modifications architecturales, pardon, autant sur le lieu de travail pour permettre d'y accéder ou autant au domicile pour pouvoir aussi l'utiliser. Il y a aussi possibilité d'avoir contribution d'amortissement lorsqu'on est encore en emploi et qu'on a des frais de mobilité justement pour se rendre à son emploi. L'AI fait la distinction des moyens auxiliaires entre ceux qui sont utiles pour le milieu professionnel et ceux pour la vie quotidienne. Donc, dans le cadre professionnel, en fait, il peut avoir une adaptation des instruments de travail, un petit peu comme Jeanne, elle avait eu dans le cadre de la détection précoce. Donc, ça peut être euh, l'établi justement qui est adapté à ses besoins, mais ça peut être d'autres choses aussi. C'est les modifications architecturales justement du lieu, d'autres moyens auxiliaires qui permettraient justement de réduire un handicap et puis de permettre de faire la tâche qui lui est demandée, donc des lunettes, appareils d'écoute, il y en a différents qui sont remboursés dans le cadre de l'AI, mais c'est aussi l'adaptation du véhicule à moteur pour se rendre à son lieu de travail et justement la possibilité d'avoir une contribution d'amortissement. Pour la vie quotidienne, c'est plutôt les moyens auxiliaires traditionnels auxquels on pense. Donc, par exemple, pour la mobilité, donc c'est les fauteuils roulants, les cannes, les déambulateurs, il y en a vraiment tout plein. C'est aussi les moyens auxiliaires pour développer l'autonomie, aussi pour établir le contact. Donc, par exemple, les ordinateurs qui permettent de communiquer avec les yeux quand on ne peut plus communiquer avec la parole. C'est des orthèses, des prothèses, l'électrique, aussi des modifications structurelles au domicile. Il y en a vraiment tout plein. Que ça soit dans le cadre de la vie professionnelle ou de la vie quotidienne, les moyens auxiliaires de l'AI doivent répondre aux critères d'être simples, adéquats et économiques. Donc, comment on fait la demande en fait pour les moyens auxiliaires? En fait, en premier lieu, c'est important de se faire accompagner parce que déjà, on peut constater des difficultés euh, dans des activités quotidiennes, mais ne pas savoir en fait qu'est-ce qui nous permettrait en fait de nous aider dans ces situations-là, ou même des fois lesquels des différents modèles nous convient. Donc, le mieux, c'est de faire appel à des ergothérapeutes. C'est vraiment des professionnels de la santé où leur but, justement, c'est de vous aider à accomplir les actes de la vie quotidienne, que ce soit au travail, chez vous, des activités qui sont importantes pour vous. Ils sont vraiment là pour ça. Donc, ça peut être sur le fait de travailler, de faire les choses différemment, mais ça peut être aussi sur le fait de voir quels moyens auxiliaires permettraient d'accomplir ces tâches. C'est vraiment des professionnels, ils peuvent vraiment vous permettre de tester différents moyens auxiliaires et ils ont vraiment la connaissance là-dedans qu'il faut. Donc, ça peut être soit des ergothérapeutes directement, souvent ils sont très présents dans les soins à domicile, ou alors ça peut être aussi certains pro-infirmiers qui ont des services d'ergothérapie, mais ce n'est pas le cas de toutes les antennes cantonales. Ensuite, il faut faire la demande, donc remplir le formulaire. Ça peut être bien de joindre une lettre pour expliquer le besoin du moyen auxiliaire, comment il serait utile, et de joindre des rapports justement. Donc de toute façon, c'est bien qu'à un moment donné, il y a un ergothérapeute dans la course qui peut justifier en fait le besoin du moyen auxiliaire. Quand il y a eu l'accord d'un moyen auxiliaire, le renouvellement en fait du moyen auxiliaire, c'est soit quand il y a une évolution de l'état de santé, où là, vous pouvez refaire la demande parce qu'il est plus adéquat, ou alors c'est attendre un certain nombre d'années en fonction du moyen auxiliaire qui a été accordé. Le financement en fait des moyens auxiliaires dans le cadre de l'AI, en fait, c'est plutôt des prêts.
il faut savoir, donc on vous prête le moyen auxiliaire et vous devez le rendre après à la fin, soit de la durée du renouvellement justement, ou quand vous en avez plus besoin. Euh, Quand c'est pas sous forme de prêt, l'AI, donc, elle finance, elle a des forfaits en fonction du moyen auxiliaire et elle donne. Ça arrive que des fois, ces forfaits ne couvrent pas entièrement le prix du moyen auxiliaire qui est demandé ou de l'adaptation structurelle qui est demandée parce que c'est des forfaits ou parce que des fois, il y a des options qui sont pas qui rentrent pas dans leurs critères d'être simples, adéquats ou économiques. Alors que pourtant, finalement, elles font quand même la différence dans la vie quotidienne des personnes. Mais il ne faut pas vous faire de soucis dans ces moments-là où il y a des fonds publics, justement, ou des fonds privés comme celui qu'on a à la Société suisse de sclérose en plaques, qui peuvent permettre justement de diminuer, enfin de compenser la différence entre ce que l'AI euh, offre et puis le coût réel du moyen auxiliaire. La chose à faire attention dans le cadre des moyens auxiliaires, c'est que on n'a pas les mêmes droits quand on est en âge AI, donc c'est jusqu'à 65 ans, que quand on est en âge AVS, donc après 65 ans. Donc là, justement, vous voyez pas très bien, c'est pas grave, mais c'est justement pour dire que dans le cadre de l'AI, il y a beaucoup de moyens auxiliaires qui sont remboursés, où il y a une participation de l'AI, il y a 16 catégories au total, alors que si on regarde l'AVS, justement là, vous pouvez beaucoup mieux voir parce qu'il y en a que 8 de catégories qui sont assez limitées. Donc, c'est vraiment important que si vous rencontrez des difficultés dans le quotidien, de prendre rapidement contact avec un ergothérapeute pour voir qu'est-ce qui serait possible et au besoin faire justement la demande du moyen auxiliaire. Parce que si vous avez le droit dans le cadre de l'AI, donc avant 65 ans, vous pouvez continuer à garder ce droit quand vous êtes en âge AVS, donc après 65 ans. Par exemple, les fauteuils roulants électriques, ils ne sont pas remboursés dans le cadre de l'AVS. Donc, si c'est quelque chose qui pourrait être utile, c'est vraiment bien de faire la demande avant, si il y a déjà le besoin qui se manifeste et pas hésiter vraiment à le faire avant les 65 ans. Donc, dans le cas de Jeanne, elle a pu justement obtenir un fauteuil roulant pour ses problèmes de mobilité. Il y a une rampe qui a pu être installée à son lieu de travail qui lui permet justement d'y accéder. Il y a sa baignoire en fait qui a été transformée en douche, ce qui correspondait mieux à ses besoins. Il y a eu l'adaptation de son véhicule pour qu'elle puisse y mettre la chaise dedans. Elle a pu bénéficier de la contribution d'amortissement pour ses frais de mobilité pour se rendre au travail. Elle a aussi obtenu un macaron pour les places pour les personnes en situation de handicap. Alors ça, c'est pas directement l'AI, ça c'est il faut faire la demande auprès des services des automobiles de votre canton. Et justement, maintenant, ma collègue va regarder la prochaine prestation avec vous. Alors, moi, je vais vous présenter maintenant l'allocation pour impotent ou impotente, qu'on appelle aussi API. Donc, si on reprend l'évolution de notre Jeanne, qui maintenant a 55 ans, donc sa maladie évoluant, elle a besoin de l'aide de son mari ou des soins à domicile pour certains actes de la vie quotidienne, notamment pour se déplacer, pour s'habiller et se déshabiller et pour se laver le dos et le bas des jambes. Et elle a besoin aussi d'une présence pendant toute la durée de la douche pour des questions de sécurité. Donc, ce qu'elle peut faire, Jeanne, c'est donc déposer une demande d'allocation pour impotente. Donc, l'API, c'est une prestation de l'AI pour les personnes qui ont besoin d'aide pour les actes de la vie quotidienne. Alors, il y a des conditions spécifiques. Donc, il faut avoir son domicile et séjourner régulièrement en Suisse. Il faut que le besoin d'aide date d'au moins 1 an. Donc, il faut que ce soit installé, que ça fait un moment qu'on a besoin d'aide pour ces actes. L'aide d'un tiers doit être régulière et significative. Donc l'AI va vraiment analyser ça, que ce soit régulier et pas de temps en temps qu'on a besoin d'aide. Et puis que ce soit une aide pour, en gros, vraiment tout l'acte. Et puis, il n'est pas nécessaire d'être au bénéfice d'une rente AI pour avoir le droit à une allocation pour impotent. Donc, on peut ne pas avoir le droit à une rente et quand même demander cette prestation. Alors, l'API, c'est justement pas considéré, contrairement à une rente, comme un revenu qui est là pour remplacer un salaire, donc suite à une perte de gain, mais plus comme un revenu supplémentaire pour payer des choses ou des personnes pour nous aider à faire certains actes. Donc, on y a droit si on a besoin d'aide régulièrement et significativement dans au moins 2 des domaines de la vie quotidienne. Donc, il y a 6 actes qui sont pris
en compte, que vous voyez là sur le PowerPoint, et en plus, ils prennent en considération si la personne a besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, si elle a besoin de surveillance ou besoin d'aide pour des soins médicaux complexes. Donc, tout ça va être pris en considération par l'AI qui va aussi venir, en fait, un expert va venir à domicile pour faire cette évaluation. Et puis, de nouveau, comme on vous l'a déjà dit, c'est bien de se préparer à cet entretien et se remémorer plutôt une journée difficile que de mettre en avant tout ce qu'on arrive encore à faire, parce que vraiment l'AI va se baser sur ce qui sera présenté, et parfois aussi c'est utile d'avoir la présence ou en tout cas l'aide d'un conjoint ou une conjointe ou quelqu'un justement qui est là pour vous aider, pour vraiment bien mettre en lumière ce qui arrive plus à être fait en autonomie. Et en cas d'aggravation de l'état de santé, c'est aussi possible de faire une demande de révision de l'allocation pour impotence et puis obtenir une allocation plus élevée. Alors, concernant les 3 degrés d'allocation, donc on voit là que soit on peut obtenir une API faible, moyenne ou grave. Donc ça va être déterminé avec l'enquête à domicile et en fonction de ce qui est ce que la personne arrive encore à faire ou pas, de ses actes de la vie quotidienne. Ce qu'on constate de nouveau, c'est que le droit est plus élevé quand on est en âge AI qu'en âge AVS. Donc ça, c'est aussi une chose importante de faire, si on en a besoin, il faut en faire la demande avant d'arriver en âge AVS, parce qu'après, les montants, comme on peut voir, sont vraiment plus du tout les mêmes. Ils sont beaucoup plus avantageux en âge AI. Et il y a aussi le principe du droit acquis, ça veut dire que du moment qu'on a le droit à une allocation grave quand on est en âge AI, eh ben, on garde le même montant à l'âge AVS. Par contre, si on en fait la demande qu'en âge AVS et qu'on a effectivement le droit à une API grave, eh ben, on va toucher 956 francs au lieu de 1912 francs. Donc, c'est important de faire ces demandes, si bien sûr elles sont nécessaires, toujours avant l'âge AVS. Dans la situation de Jeanne, elle a pu obtenir donc une allocation pour un potent faible. Donc, avec ces montants, elle pourra se payer des frais de transport supplémentaires, engager une femme de ménage pour l'aider, et ça compensera en partie l'aide que lui apporte son époux. Et quelques années plus tard, sa maladie évoluant, elle peut faire une demande de révision et obtiendra par exemple une API moyenne. Donc voilà de ce qui est de l'allocation point potence. Donc je laisse pour la dernière prestation la parole à ma collègue. Oui, donc effectivement, on arrive à la dernière prestation, donc on est bientôt au bout. Donc, c'est la contribution d'assistance et elle, c'est vrai que c'est la seule qui a un lien avec une autre prestation de l'AI. On va voir un petit peu dans la présentation. Donc maintenant, Jeanne, elle a 58 ans, elle a une allocation pour impotence moyenne et son époux, ben, il l'aide toujours beaucoup au quotidien. Et pour soulager son époux et puis compléter ce qu'il aide, il y a une intervention des soins à domicile. Mais c'est vrai que ça a certaines contraintes quand ils interviennent, ou c'est des horaires qui sont imposés, c'est des personnes qui changent, c'est pas toujours évident à faire avec. Donc Jeanne, dans cette situation-là, elle peut faire la demande d'une contribution d'assistance. La contribution d'assistance, en fait, elle permet aux personnes qui ont le droit à une allocation pour un potent de devenir employeurs et d'engager du personnel privé. Donc justement, les conditions, donc c'est d'être au bénéfice d'une allocation pour impotente. Donc, c'est une des seules prestations de l'AI où on doit avoir le droit à une autre pour l'avoir, ce qui est donc le cas pour Jeanne. Et c'est surtout, en fait, c'est que la personne concernée ou un proche aidant soit d'accord d'assumer le rôle d'employeur et qu'il ait la capacité aussi de le faire, autant pour gérer l'administratif que pour le relationnel avec le personnel. Et donc justement, la prestation qui est donnée, donc c'est un remboursement des salaires du ou des employés en fonction du nombre d'heures qui est accordé par l'AI, donc qui est à 33 francs 50 à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai que ça a des avantages et des désavantages, ou dans les avantages, ben, c'est du personnel privé, donc ça veut dire que c'est les mêmes personnes qui viennent, c'est vous qui les choisissez. Ça permet de soulager les proches, il y a un peu plus de flexibilité puis d'autonomie de comment on organise l'aide, et peut-être que ça peut mieux correspondre à nos besoins aussi en fonction de quand est-ce qu'on a besoin de l'aide. Par contre, c'est vrai que c'est plus de responsabilité. Il faut
assumer le rôle d'employeur qui n'est pas toujours évident et il faut consacrer du temps à l'organisation de tout ce système. Donc, en fait, le rôle d'employeur avec la contribution d'assistance, donc c'est déjà envers ses employés, donc c'est déjà les trouver, donc c'est chercher les employés, c'est passer des entretiens, et puis après, une fois qu'on a les employés, c'est gérer la relation au quotidien aussi avec eux. C'est l'organisation, donc c'est le planning, c'est organiser les vacances de chacun, c'est la prise en compte des besoins de chacun, donc autant de vous que de vos employés, et c'est respecter aussi le droit du travail. Donc, c'est pas non plus toujours évident. Et il y a l'administratif où c'est remplir les feuilles de salaire, faire les certificats de salaire aussi, pour les cotisations aussi, AVS, les différentes choses qui prend aussi du temps. Euh, et justement pour tout ça, donc le rôle d'employeur, c'est pas évident et puis il n'y a pas tout le monde qui a les connaissances innées, on va dire pour, il y a même personne qui a des connaissances innées pour le rôle d'employeur. Donc pour ce faire, il y a quand même des ressources disponibles en fait pour se familiariser avec ce rôle. Donc il y a principalement Cap Contact, qui est une association qui est spécialisée dans la contribution d'assistance, donc qui vous accompagne dans la demande de la contribution d'assistance et aussi dans le fait de vous familiariser avec ce rôle d'employeur. Donc vous expliquer en quoi ça consiste un petit peu, qui vous accompagne pour les premières fois, les premiers mois, pour faire les fiches de salaire et ce qui a besoin de faire et qui répond occasionnellement ensuite aux questions qu'il y a. Il y a aussi Pro Infirmis qui propose ce service-là, mais de nouveau, pas dans tous les cantons, donc il faut se renseigner si dans votre canton, c'est possible. Par contre, il faut savoir que Cap Contact et Pro Infirmis, ils vont pas pouvoir vous remplacer dans le rôle administratif d'employeur, donc faire sur le long terme pour vous les fiches de salaire, les cotisations ou les choses comme ça. Dans certains cas, c'est dans certains antennes cantonales pour Cap Contact, il y a des bénévoles qui peuvent aider pour l'administrative et faire l'administrative à votre place, mais ce n'est pas le cas partout pour l'instant. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même considérer qu'il y a quand même cette charge administrative. La possibilité autrement, si ça devient trop lourd, cette charge administrative d'employeur, c'est de faire appel à Chèque Emploi ou des entreprises comme Chèque Emploi. Donc, c'est eux, en fait, qui gèrent la partie des cotisations, de faire des certificats de salaire, etc. Par contre, le coût que ça engendre, c'est pas remboursé par l'AI. Donc, ça veut dire que les frais supplémentaires, ils seraient à votre charge. Donc, dans le cas de Jeanne, justement, après la demande de contribution d'assistance, donc elle a pu obtenir 60 heures de contribution. Elle a pu se familiariser justement avec son rôle d'employeur avec Cap Contact qui a pu l'aider. Elle a engagé 3 personnes de son choix pour faire les heures qui ont été accordées. 2 ans plus tard, la situation de Jeanne, elle s'est péjorée de nouveau, donc elle a modifié fait la demande de révision d'allocation pour impotence et elle a aussi du coup demandé la révision de la contribution d'assistance pour que ça reflète vraiment le besoin d'aide qu'elle avait. Et du coup, justement, maintenant, on a terminé en fait la présentation des prestations principales de l'assurance invalidité. Du coup, ma collègue Rachel va vous faire juste un petit rappel de ce qui est bien de faire attention lorsqu'on fait des démarches AI ou lorsqu'on risque de devoir faire appel à l'AI. Oui, merci Laetitia. Alors effectivement, comme on a dit beaucoup de choses, on s'est dit que ça peut être utile de faire un petit récapitulatif des choses vraiment auxquelles faire attention. Alors la première chose, ce serait de ne pas baisser son taux de travail spontanément. Ça veut dire que quand on doit diminuer son taux de travail parce qu'on n'arrive plus à travailler, par exemple, à 100% ou à 80% pour des raisons de santé, c'est préférable de demander un arrêt de travail à son médecin partiel et puis de faire une demande de détection précoce à l'AI pour avertir voilà, que on a une atteinte à la santé durable qui engendre une diminution de la capacité de travail et donc une perte de gain. Parce que si on diminue spontanément son taux de travail, le risque, c'est qu'ensuite l'AI calcule la rente non pas sur un gain assuré à 100%, mais un gain assuré à 80%, disant que c'était un choix personnel de diminuer son taux parce qu'on arrive à vivre, par exemple, avec un salaire un peu plus bas. Donc ça, c'est une chose à laquelle être attentif ou attentive. Après, si vraiment on est passé de 80%, enfin de 100% à 80% et qu'on a un diagnostic, qu'on a des certificats médicaux et tout ça, c'est aussi possible de faire valoir par la suite qu'on a diminué son taux
pour des raisons de santé, mais disons que c'est quand même mieux de d'abord faire cette démarche de détection précoce et d'avoir un arrêt de travail que de diminuer son taux spontanément. C'est bien de toujours garder toutes ces lettres de licenciement, certificats de travail, garder aussi ces certificats d'arrêt maladie, parce que c'est vrai, quand l'AI instruit le dossier, ben, ils vont vous demander plein de documents. Garder aussi tous ces rapports médicaux. D'ailleurs, les rapports des médecins sont très importants dans les décisions que va prendre l'AI par rapport aux rentes, par exemple. Donc, c'est important de parler de cette démarche de demande AI avec vos médecins et puis qu'ils soient donc conscients de votre réalité, de votre situation en emploi et personnelle, parce que les médecins, ils ne sont pas forcément au courant de votre situation, ils sont au courant de votre état de santé, mais pas forcément l'impact que cela a tous les jours sur votre quotidien ou votre travail. Donc, c'est important d'en discuter parce que vu que le contenu des rapports influencera les prestations auxquelles vous aurez droit. Et puis, si vous avez leur soutien et puis qui vont dans votre sens, c'est sûr que ce sera plus facile d'obtenir des prestations. Ensuite, comme on l'a dit, pour certaines prestations comme l'API ou la contribution, et les moyens auxiliaires, c'est important de faire les demandes quand on en a besoin, si possible avant l'âge AVS, vu que les droits sont plus généreux quand on est en âge AI qu'à l'AVS et qu'il y a le principe du droit acquis. Il faut aussi remplir les demandes de façon détaillée et réfléchie et bien se préparer aux entretiens avec l'AI. Donc pour ça, comme on vous l'a dit, on se tient volontiers à disposition pour vous aider, vous conseiller sur ces demandes. Et puis, faire toujours attention aux délais d'opposition et de recours. On a vu qu'il y a 30 jours après un projet de décision et 30 jours après une décision. Et si ces 30 jours sont dépassés et qu'on loupe le coche, malheureusement, on ne peut plus faire après recours ou opposition. Ensuite, dernier point, toujours informer l'AI de tout changement de votre situation parce que c'est vous qui êtes responsable de les informer s'il y a un changement. Et c'est vrai, pour pas qu'il y ait des répercussions par la suite, c'est vraiment important de les tenir informés. Donc, je vais laisser la suite à ma collègue concernant le conseil dans notre société. Donc, justement, ma collègue, elle nous a déjà expliqué aussi un petit peu de comment on pouvait vous aider dans ces différentes démarches. Mais justement, il faut vraiment pas hésiter à faire appel à nous parce que rien que là, c'est plein d'informations qu'on vous a données et c'est normal de pas tout retenir. Ça dépend des fois aussi vraiment spécifiquement par rapport à votre situation, qu'est-ce qui serait plus intéressant de faire par rapport à vos projets pour la suite. Donc, vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On est là juste des fois pour vous écouter, pour vous donner des informations, pour répondre à des questions. C'est aussi pour vous évaluer votre situation et puis vous orienter dans le réseau, que ce soit autant pour l'AI ou pour ailleurs, si c'est pas l'AI qui pourrait répondre à vos demandes. Puis si vous accompagnez dans ces démarches, je sais pas, effectivement toujours évident de se retrouver dans ces jungles, des fois un petit peu des différentes prestations, qu'est-ce qui est bien de mettre en avant, et puis vraiment, voilà, aussi, c'est plus agréable des fois d'être accompagné plutôt que de se sentir un petit peu seul dans ces démarches. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire appel à nous. Pour ce faire, en fait, le plus simple, c'est de prendre contact avec nous à l'Infoline. Donc l'Infoline, c'est une permanence téléphonique qu'on tient du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures. Vous pouvez nous appeler donc au numéro qui s'affiche donc au 0844 737 463 ou par mail justement à l'adresse qui est notée et on prendra contact avec vous. Une autre façon aussi de pouvoir avoir des informations par rapport à votre parcours avec la sclérose en plaques ou d'autres prestations, c'est aussi avec les webinaires ou les autres cours et formations. Donc, vous pouvez tous les trouver sur notre site internet. Et justement, maintenant, on va pouvoir passer aux questions que vous auriez. Donc, vous pouvez sans doute les mettre dans l'onglet que ma collègue a mentionné avant. Après, je vois qu'il y a déjà une question qui nous a été posée, mais je vais peut-être laisser Rachel y répondre, comme c'est Oui, alors son domaine.
Oui, je Oui, précise pardon. juste encore si jamais que nos prestations de conseil donc est gratuit et tout est Oui, confidentiel. Donc sachez que si vous faites appel à nous, ce sera gratuit et confidentiel. Et puis au niveau de l'AI aussi, il faut savoir qu'il y a une septième révision qui est prévue, qui est en cours de consultation. Il pourrait y avoir des changements. Je sais qu'il y a des associations qui se battent pour la défense des droits des personnes en situation de handicap qui souhaiteraient faire augmenter la contribution d'assistance, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des forfaits nuit. Enfin, c'est compliqué, on n'est pas rentré dans tous les détails, mais les montants pourraient être augmentés. En tout cas, il y a des demandes dans ce sens-là, et on tâchera de vous tenir informé des changements donc qu'il y aura dans cette septième révision. Et puis, au mois de juin, il devrait y avoir dans la lignée des webinaires sur les assurances sociales, un webinaire de notre collègue, troisième collègue assistante sociale, Agnès Baumann, sur les moyens auxiliaires et en compagnie, sauf erreur, d'un ou une ergothérapeute. Donc voilà. Et concernant donc les questions, on a une question, une personne qui nous demande si elle peut recevoir une rente pour compenser une diminution de salaire de 20%. Donc, c'est une personne qui travaillait à 100% et pour des raisons de santé qui a diminué à 20%. Alors, à 80. malheureusement pas, à 80, pardon, qui a diminué de 20%, oui. Donc, malheureusement, c'est pas possible de toucher une rente dans cette situation. Mais si c'est le même travail, en gros, la perte de gain, elle sera aussi de 20%, en gros, donc le taux d'invalidité, si on prend le salaire que vous aviez avant à 100% et maintenant à 80%, on n'a pas une perte de gain qui est de 40%. Donc, en dessous de 40%, on ne peut malheureusement pas toucher de rente AI. Donc, voilà. Pour compléter juste un petit peu, effectivement, une rente AI, ça ne sera pas possible s'il n'y a pas une différence de 40%. Par contre, c'est là où ça devient aussi intéressant de faire le processus AI, même si on sait qu'il n'y aura pas le droit à une rente au sens de l'AI, parce qu'avec une décision de l'AI, des fois, c'est possible d'avoir le deuxième pilier, si vous cotisez pour le deuxième pilier, justement, qui peut déjà, lui, entrer en matière plus vite. Après, sauf erreur, 20%, j'ai jamais vu ça, c'est assez rare que déjà à 20%, le deuxième pilier intervienne. C'est plutôt à partir de 30% et ça dépend aussi de où est votre deuxième pilier et du contrat en fait que votre employeur il a fait avec le deuxième pilier, s'il est plus ou moins généreux parce que c'est pas la partie obligatoire, on va dire, du deuxième pilier. Donc, il y a possibilité, mais c'est plutôt un peu plus tard et au moyen plutôt du deuxième pilier que la rentaille. Alors, pour l'instant, bah, on n'a pas d'autres questions pour l'instant, donc on vous laisse. Du coup, on va clore le webinaire. Alors, je ne sais pas si vous entendez ma collègue ou pas. Moi, je ne l'entends pas, donc je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème technique ou pas. Euh, Ah, attendez. Non, attendez, on nous dit qu'il y a encore une question, donc on va laisser à la personne le temps d'écrire sa question et puis on va y répondre. Euh, alors, la dernière question, c'est concernant. hum, c'est vrai que c'est un petit peu délicat dans cette deuxième question parce que c'est une personne qui travaille dans deux emplois différents qui n'ont pas le même salaire. Pas la même valorisation, on va dire. Et celui où elle gagne le plus, c'est celui en fait où elle arrive le moins bien à réaliser avec les symptômes qu'elle a de la sclérose en plaques. Donc, est-ce qu'il faudrait faire une demande en fait à l'AI? C'est vrai que je vais plutôt encourager cette personne à prendre contact directement avec nous dans ce cas de figure-là, comme c'est un petit peu comme il y a l'exercice de deux activités différentes. Après, si
s'il y a une atteinte durable de manière générale dans l'un des métiers que vous exercez, c'est de toute façon conseillé de faire une demande à l'AI pour même si c'est pas forcément, même si ça débouche pas forcément sur le droit à une rente, au moins voir s'il y a possibilité d'adaptation de votre poste, voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour vous aider. Mais après, la personne qui a posé cette question, je vous encourage à prendre contact avec nous sur l'infoline, peut-être pour qu'on puisse vous répondre plus précisément ou vous accompagner dans ces démarches. Je sais. Euh, du coup, malheureusement, je crois qu'on n'a pas pu entendre ce que ma collègue a dit. Mais pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va finir le webinaire pour la soirée. Si vous en avez une qui vient entre-temps, n'hésitez pas à la poser justement à notre adresse mail de l'infoline. Donc, info@sclérose-en-plaque avec un s.ch ou alors à nous contacter euh, ah pardon. J'ai loupé une question que ma collègue avait répondu avant, donc je vais essayer d'y répondre. Excusez-moi, j'avais pas vu. Euh, hmm, Alors, c'est quelqu'un qui est au bénéfice donc de la perte de gain, donc d'une assurance perte de gain depuis une année et qui paye une cotisation ABS comme personne sans activité lucrative. Effectivement, quand vous êtes uniquement au bénéfice d'une assurance perte de gain maladie, il faut vous annoncer comme personne sans activité lucrative parce que vous ne cotisez plus pour le premier pilier et c'est important de cotiser chaque année le minimum. Et ensuite, donc, j'ai payé pour l'année 2020 et aujourd'hui, la VES m'a remboursé l'intégralité de la somme que j'ai payée. Alors, c'est vrai que je ne pourrais pas vous dire comme ça pourquoi elle vous rembourse. Euh, c'est un petit peu intriguant. Après, ce qui peut être possible, c'est peut-être que si à ce moment-là, vous étiez encore employé et que votre employeur compensait l'assurance perte de gain, parce que non, l'assurance perte de gain couvre au maximum 80% de votre salaire. S'il décidait de vous compenser des 20%, là-dessus, par contre, il y a une cotisation AVS qui est payée. Alors, c'est possible que ça a été suffisant et c'est pour ça qu'on vous a remboursé. Mais c'est vrai que sans avoir le papier, c'est un peu difficile de se positionner. Donc là, de nouveau, ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre contact avec nous directement et nous transmettre ce document. Comme ça, on pourra peut-être mieux comprendre pourquoi on l'a remboursé. Et du coup, là, nous n'avons plus de questions à l'heure actuelle. Donc, on va mettre
Tu m'entends, On... Laetitia? Oui, maintenant j'entends ma collègue. C'est juste qu'il y avait une question sur une personne qui augmentait son taux de travail de 70 à 80% en Ah fait. pardon, alors j'ai pas tout vu à chaque fois, des questions. D'accord. Bah, en Du fait, coup, c'est je juste te laisse j'essayais d'y répondre du coup. répondre. Voilà, Ah, j'essayais d'y répondre, mais avoir mon son a été coupé, je sais pas comment. Bref, donc voilà, c'est juste par désolée pour rapport le petit. à cette question. Si vous n'êtes pas déjà au bénéfice de prestation de l'AI, d'une rente, enfin non, c'est pas le cas si vous travaillez à 70%. D'augmenter son taux, en fait, ça va jamais jouer en votre défaveur. En fait, si vous augmentez votre taux, c'est plutôt bien parce que par la suite, l'AI prendra en compte un gain assuré plus élevé. Donc, si par la suite, vous devez rediminuer votre taux, eh ben, c'est mieux d'avoir exercé le plus longtemps possible à un taux plus élevé pour avoir le droit enfin pour que le gain assuré soit considéré comme plus élevé. Donc ça ne va pas péjorer votre situation. Après, il faudrait voir pour faire une détection précoce si vous avez diminué par exemple de 100 à 70% pour des raisons de santé. Et bah, si vous faites une détection précoce, il faudra effectivement annoncer après que vous avez une incapacité de 20% et pas de 30%. Mais en tout cas, nous, plutôt on conseille aux personnes qui vont bien et qui ont la volonté d'augmenter leur taux de le faire parce que du coup, ce sera en leur faveur par la suite. Donc voilà. Alors, je vois qu'il y a une question de quelqu'un qui demande si c'est possible de recevoir les slides qu'on a montrés durant le webinaire. Malheureusement, ça va pas être possible, on est désolé. Mais justement, comme a dit ma collègue, dans quelques jours, le webinaire sera disponible en rediffusion. Donc, je comprends que c'est un petit peu moins pratique, mais vous pouvez du coup le revoir et puis repasser sur les slides qui vous intéressaient et mettre sur pause. Et Et puis, du coup, je crois, si j'ai pas, s'il n'y a pas une question que j'ai manquée que ma collègue, elle a vue, je crois que là, pour cette fois, on a fini vraiment sur les questions. Donc, et de toute façon, comme je vous disais avant, si jamais il y a eu une question qui vous vient en deux, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on y répondra avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir participé avec nous à ce webinaire et on se réjouit d'avoir un contact avec vous prochainement. Oui, merci beaucoup pour votre participation et effectivement, n'hésitez pas à nous contacter. C'est plus facile quand on connaît bien la situation de pouvoir analyser et donner une réponse plus personnalisée. Donc, bah, à bientôt sur notre infoline ou par mail. Bye bye. Bye.